L'allégeance de l'actuel président de la République envers la France est une épée de Damoclès sur le peuple malgache, selon Gérard Andialemi Rouvasan, ancien directeur général de la présidence de la République. C'est une menace pour l'avenir du pays. La politique de 100 jours du gouvernement n'est qu'un coup de communication de la part des dirigeants, selon les analystes de la vie nationale. Ils n'ont pas de politique claire pour redresser le pays. Dans l'actualité internationale, le passage de la tempête Belal a fait 2 morts et laissé un lourd bilan matériel sur l'île Maurice. Depuis, l'heure est au gros nettoyage. La tempête a laissé derrière elle des tonnes de déchets. De nombreux véhicules ont été endommagés. Le fait que l'actuel président de la République malgache ait la nationalité française représente une épée de Damoclès sur le peuple malgache, selon Gérard Andialemi Rouvasan, ancien directeur général de la présidence de la République sous le régime de l'amiral Titiratirak. Il souligne que l'article 23.8 du Code civil de la nationalité française est clair à ce sujet et interdit aux citoyens français résidant hors de France d'occuper des postes élevés dans un autre pays. L'avenir de Madagascar sous le régime d'un président ayant la nationalité française est inquiétant. Selon lui, la cession d'Andjadouel à la présidence de Madagascar est illégale et constitue une violation de la loi, une violation de la constitution de la République de Madagascar. Ti nationalité française lasa fitaovana ho ampiasain'ny français. Cette nationalité française constitue un nouvel instrument politique utilisé par les Français en Afrique. C'est une épée de Damoclès suspendue au-dessus d'Andjadouel et le jour viendra où ils en feront usage. L'article 23-8 est clair. Lorsque vous avez la nationalité française, vous ne devez plus occuper de postes élevés dans un autre pays, ni exercer des fonctions militaires dans un autre pays. Cependant, Andjadouel est le président en exercice. Il occupe un poste très élevé dans le pays et est le chef suprême de l'armée. Étant donné son allégeance envers l'État français, il a des responsabilités envers la France. Les Français disent manana allégeance, des manana did amni la France. L'actuel président se trompe s'il pense que la majorité des Malgaches ont passé outre la question de sa nationalité française. En effet, 75% des citoyens n'ont ni voté ni participé à l'élection du 16 novembre 2023 et ils ne resteront pas passifs face aux violations flagrantes de la Constitution perpétrées par les dirigeants et les différentes structures de l'État. C'est la réalité politique qui a permis à Andjadouel de redevenir président, mais cela ne signifie pas que les Malgaches ont passé outre la question de sa nationalité française. Ce débat ne sera jamais clôturé. Andjadouel peut penser le contraire, mais il se trompe, car on ne sait pas encore comment les 75% qui n'ont pas voté pour lui se comporteront lors des prochaines élections de maires, de conseillers municipaux et de députés. Tous les efforts déployés, y compris les sommes astronomiques pour acheter des soutiens lors de la dernière élection, ainsi que l'utilisation des forces de répression, ont seulement temporairement fermé le débat sur la question de la nationalité. Je suis convaincu que les Malgaches le rouvriront bientôt. Actuellement, de nombreux pays africains progressent significativement, tandis que Madagascar peine encore à respecter sa constitution. Au Sénégal, par exemple, le candidat Karim Oued, désigné par le parti PDS, par le Parti démocratique sénégalais, a renoncé à sa nationalité française pour se conformer à la constitution sénégalaise. Ceci lui a permis d'avoir l'éligibilité requise pour se présenter aux prochaines élections de février, comme le stipule l'article 28 de la constitution sénégalaise, qui précise que seuls les citoyens de nationalité unique sénégalaise peuvent être candidats à l'élection présidentielle. Les observateurs de la vie nationale se demandent pourquoi le président Andjadouel n'a pas fait des efforts similaires afin de respecter la constitution malgache. Rappelant que cette violation de la Constitution par les dirigeants et les institutions du pays a motivé le collectif des candidats et ses partisans à mener un mouvement pacifique pour établir l'état de droit et la souveraineté à Madagascar.
La politique des 100 jours des dirigeants actuels n'est qu'une démonstration ostentatoire. C'est la continuité des actions des 5 dernières années qui est demandée aux dirigeants, selon les analystes de la vie nationale, et non une nouvelle politique. Cette politique de 100 jours s'inscrit dans une culture républicaine qui ne correspond pas aux réalités actuelles du pays. Ce régime a déjà accompli son premier mandat, soit 5 ans plus 100 jours. Pour ce deuxième mandat, on attend une continuation du travail entrepris durant le premier mandat par les nouveaux ministres, sans nécessairement de nouvelles initiatives. Si des problèmes majeurs n'ont pas été résolus en 5 ans, il serait irréaliste de s'attendre à des changements significatifs en seulement 100 jours. Par exemple, si les défis liés à la gestion des déchets et à l'inflation persiste depuis 5 ans, il est peu probable qu'il soit résolu en seulement 100 jours. Il serait une erreur de la part du président de procéder à une évaluation des ministres si tôt, car il va de nouveau changer de ministre après 100 jours. Ce n'est pas une approche idéale dans la gestion des affaires nationales. Un autre problème dans le pays est que les dirigeants ont tendance à gouverner le pays comme s'il s'agissait d'une entreprise. C'est différent. Une entreprise est créée pour générer des profits privés, tandis qu'une nation vise à promouvoir les intérêts du pays et son peuple, peu importe si le gouvernement enregistre des pertes, pourvu que des avantages concrets soient accordés à la population. Selon les explications, il est clair que le développement qui n'a pas été atteint en 5 ans ne le sera pas en 100 jours. Ce régime ne semble pas avoir une politique claire pour redresser le pays et semble se limiter à des coups de communication plutôt qu'à des actions concrètes. Ce qui est délicat avec cette culture des 100 jours, c'est qu'elle suscite l'espoir d'un miracle. Mais en réalité, il s'agit souvent d'un simple coup de communication de la part des dirigeants. Cette tendance a persisté avec ce régime. Ils utilisent ces premiers 100 jours pour attirer des partisans, mais le problème survit lorsque ces promesses ne se concrétisent pas. Les citoyens réagissent en exprimant leur mécontentement, les insultant et la frustration s'installe. De nombreux ministres ont déjà promis de résoudre des problèmes, tels que l'inflation en l'espace de 3 mois, mais souvent ces engagements ne se traduisent pas par des résultats concrets. Un exemple est celui des problèmes d'électricité liés au groupe d'Andekalik qui persistent malgré les promesses faites. Cela suggère que les dirigeants ne disposent pas d'une politique ou d'une vision politique claire pour résoudre ces problèmes. Affirmer qu'ils peuvent le faire en 100 jours semble peu réaliste et les dirigeants devraient revoir leur stratégie, car cette approche n'a jusqu'à présent rien résolu. Le régime actuel persiste dans un mode de fonctionnement inefficace, une approche qui n'a généré aucun résultat concret au cours des 5 dernières années. Les observateurs de la vie nationale attendent avec intérêt ce qui se produira après les 100 jours accordés aux ministres. L'homme d'affaires Boularazona a de nouveau été placé sous mandat de dépôt aujourd'hui. S'il devait achever ce 14 février 2024 sa peine de 5 ans pour détournement de deniers publics et infraction douanière. En effet, il a été de nouveau présenté aujourd'hui devant le parquet d'Anoussi en raison d'une tentative d'évasion en août 2022. Une affaire pour laquelle l'ancien ministre de la Justice François Rakoutzaf le poursuit. Selon son avocat, cette affaire dissimule des motifs politiques visant à empêcher Boularazona de sortir de prison. Je ne vais pas affirmer s'il y a oui ou non des pressions, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas normal de poursuivre une personne pour tentative d'évasion 2 ans après les faits. Deuxièmement, pourquoi un dossier contre lui a été monté 1 mois avant qu'il ne termine sa peine? Ce n'est pas un cas isolé. Il y a déjà eu l'affaire Rolly Mercia. Vous vous souvenez du cas de Berid? Quand son fils est mort, on lui a permis d'aller à son enterrement, suivi d'une escorte. C'est ce qu'on appelle une sortie sous escorte. La loi le permet. Alors dans le futur, va-t-on également accuser Berid de tentative d'évasion, alors que la loi donne aux détenus le droit de demander cela et a donné le pouvoir au chef d'établissement pénitentiaire de lui Ce
Selon l'épouse de Boularadzona, il n'a pas tenté de s'évader en août 2022. Elle a tenu à fournir des explications sur les événements de ce jour-là. Nous, sa famille, avons essayé de garder le silence, mais ce qui se passe actuellement n'est plus juste. Mon mari a été déclaré coupable de blanchiment d'argent et d'infraction douanière et condamné à 5 ans de prison. Il aura expié sa sanction le 14 février prochain et il devrait alors sortir. Malheureusement, il va de nouveau être déféré au parquet pour tentative d'évasion. La vérité est qu'en raison de responsabilités qu'il ne pouvait pas refuser au sein de la famille, nous avons fait une demande de sortie sous escorte le 10 août 2022 et le chef d'établissement pénitentiaire lui a accordé ce droit. Il a été suivi par un garde pénitentiaire et est tout de suite revenu en prison après avoir accompli ses responsabilités. Voici le document qui le prouve. Ainsi, il est faux de dire que Boularadzona a fait une tentative d'évasion. Le déferment aujourd'hui n'aurait pas dû avoir lieu. Aussi, j'appelle le président Andrazouil, la ministre de la Justice, Madame Land Mbulatina Randji-Amanante-Nassou et toutes les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités face à l'injustice, aux violations de la loi et aux violations des droits humains à l'encontre de Boularadzona. Il a purgé sa peine. Il a passé beaucoup de temps sans sa famille. Arrêtez la répression que vous faites à son encontre. Outre Boularadzona, le chef d'établissement qui lui a accordé l'autorisation de sortir et le garde pénitentiaire qui l'a accompagné lors de sa sortie ont également été présentés devant le parquet aujourd'hui. Boularadzona est de nouveau convoqué au parquet le 20 février prochain. Les résultats de l'élection présidentielle aux Comores, qui donnent la victoire au président sortant, Azali Assoumani, ont été contestés par la majorité des citoyens. La situation aux Comores présente des similitudes frappantes avec ce qui s'est passé à Madagascar lors de la dernière élection présidentielle. En effet, en novembre dernier à Madagascar, une élection forcée qui n'a pas été acceptée par de nombreux partis politiques et organisations du pays a eu lieu. Premier point commun selon les explications, les deux présidents comoriens et malgaches ont tous les deux commis des irrégularités manifestes et dénoncées par l'opposition. Un couvre-feu a été imposé à Madagascar avant l'élection et il en est de même aux Comores après l'annonce de la victoire du président Azali Assoumani à la présidentielle. Hier, de nombreux citoyens ont manifesté pour l'annulation du scrutin et ont érigé des barrages à travers la ville de Moroni. Les commerçants ont dû fermer leurs portes. Durant la journée, une forte présence des forces de l'ordre a marqué la capitale, tandis que la route menant à l'aéroport a été fermée. Autre similitude entre la présidentielle malgache et comorienne, le faible taux de participation. Selon la CENI locale, le taux de participation n'a été que de 16,30% à la présidentielle comorienne. Environ 340 000 électeurs comoriens avaient pourtant été appelés aux urnes le 14 janvier. À Madagascar, sur les 28 candidats à la présidence, seules 13 candidatures ont été validées par la Haute Cour constitutionnelle. Aux Comores, il y a eu 11 candidats à la présidence, dont seulement 6 a été validé par la Haute Cour constitutionnelle de ce pays le 2 décembre 2023. En raison des violations de la loi, des irrégularités et du manque de neutralité constaté lors de la préparation des élections, et ce, dès la révision complète de la liste électorale, ainsi qu'en raison du refus d'accepter la candidature de candidats n'ayant plus la nationalité malgache, 11 candidats à la présidentielle malgache se sont regroupés au sein d'un collectif pour le changement. De même, aux Comores, en raison des violations de la Constitution, des irrégularités et du manque de transparence lors de l'élection, les 5 candidats de l'opposition se sont réunis pour contester la candidature d'Azali Assoumani, une situation qui a abouti aux manifestations actuelles contre les résultats de l'élection. Les observateurs de la vie nationale se demandent s'il existe un lien entre la situation à Madagascar et celle aux Comores, vu que les revendications et les événements liés aux deux élections sont similaires. Par ailleurs, une autre question continue à titiller les esprits concernant les 49 kg d'or malgache aux Comores qui n'ont pas été restitués à Madagascar jusqu'à maintenant, à moins qu'il n'existe un accord particulier et dissimulé entre les deux parties.
26 millions d'alliages ont été collectés par les élèves du lycée français de Tananarive et leurs partenaires lors de la 3e édition de l'événement Relais solidaire. Ce montant a été obtenu lors des courses organisées par les élèves et leurs partenaires. Il sera utilisé pour soutenir le volet sportif des écoles environnantes, notamment le CEG Nansan et le CEG Somananjarni. Alors le relais solidaire, l'idée c'est à la fois de courir, mais de courir pour 2 événements en fait. Pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024, mais également de courir pour être solidaire et réduire les inégalités en réalité entre les élèves du lycée français et des élèves malgaches qui seraient proches du lycée, notamment en favorisant la construction d'installations sportives, donc des choses qui durent dans le temps et qui peuvent profiter à plusieurs générations d'élèves dans les CEG. Et ces 26 millions ils vont nous permettre d'acheter pour les 2 CEG du matériel sportif, mais surtout de rénover ou de construire des installations sportives qui permettront la pratique des activités physiques et sportives dans de meilleures conditions pour les élèves de ces CEG. La remise des récompenses aux classes lauréates des meilleures courses du lycée français de Tananarive ainsi que l'annonce des fonds récoltés lors de l'action Relais solidaire a eu lieu aujourd'hui. Cet événement sportif ne se limite pas à une simple compétition, il constitue également l'expression du soutien et de l'unité des élèves du LFT envers leurs camarades des écoles environnantes. Le front de mer de Port-Louis, transformé en dépotoir, après le passage de la tempête Bellal. Ce restaurateur, installé ici depuis 25 ans, n'a jamais vu une telle submersion de cette promenade maritime. Mais ce n'est pas ce qui l'interpelle le plus. Et ce qu'on a vu ici ces derniers jours, c'est du jamais vu. La mer nous a renvoyé en pleine figure ce qu'on a l'habitude de jeter dans la mer. Et ça, c'est grave. Hein. On voit ça d'une manière très, très puissante, quoi. La mer a vomi des tonnes de déchets, jusqu'à ces galeries. Des dizaines de magasins et de restaurants ont été affectés. La remise en état a démarré à l'aide de pelleteuses. Le grand nettoyage a débuté ce matin, une très très grosse mobilisation pour reprendre les opérations le plus rapidement possible. Les dégâts sont énormes. Oui, à première vue, il y a pas mal de dégâts matériels, heureusement pas humains, mais matériels. Est-ce que c'est la première fois que vous avez des dégâts de cette ampleur ici ? Oui, c'est la première fois. Le passage de Bellal a déclenché l'alerte maximale de niveau 4 à Maurice. Cette forte tempête tropicale restera dans les annales comme celle du déluge. Les routes de la capitale se sont transformées en rivières, charriant tout sur le passage. Ces images ont ravivé le traumatisme des inondations de mars 2013. Là, c'est pire que celui de 2013. Pourquoi c'est pire ? Ouais, le niveau de l'eau est monté beaucoup plus haut que la dernière fois. Les inondations de mars 2013 avaient fait 11 morts dans la capitale. Même si le bilan humain est moins lourd cette fois-ci, avec 2 décès signalés, Bellal a provoqué un choc national.